Salut tout le monde, meilleurs vœux et bonne année 2019. Bienvenue pour cet échange autour de chemin de fer. Une fois de plus, Serge Doudi. Vous pouvez me contacter directement ou par WhatsApp à travers ces numéros ou m'écrire directement par adresse email pour des éventuels échanges et tant d'autres besoins et désirs, voire consultance et autres. Alors, pour ce qui est des chemins de fer, nous devons savoir que les chemins de fer est un service public créé pour la satisfaction du public, des structures industrielles et tant d'autres. En fait, le chemin de fer est un service de transport qui constitue en fait une étape inévitable et souvent essentielle du cycle de la production d'une nation, d'une ville ou d'une zone ou bien d'un continent. Alors, l'étude géométrique du tracé de la voie a pour but d'obtenir un bon roulement de véhicules, disons un tracé optimisé. Donc, il est donc essentiel, disons indispensable, de rechercher la meilleure forme géométrique à donner à la surface de roulement de la voie et du tracé à adopter pour cette surface. Sans plus tarder, nous abordons ce qui est le tracé en plan. Les tracés en plan de la voie ferrée est une projection orthogonale de tous les points sur le plan horizontal. Il est constitué en général d'une succession d'alignements droits et d'arcs de cercles reliés entre eux par des courbes et des raccordements progressifs. Et nous pouvons, si vous utilisez par exemple le produit Civil 3D, avec surtout à partir du produit TV 3D 2019.2, vous voyez avec l'option l'onglet rail, vous avez toutes les possibilités des tracés pour effectuer vos tracés de chemin de fer. Et généralement avec le layout tools, vous avez la possibilité de tracer par tangency, comme on l'a dit, tangente, tangente, et puis vous allez mettre vous placer des courbes de raccordement progressif, ou bien vous pouvez faire impliquer ou bien appliquer un rayon, le rayon, et puis faites des tracés par tangency with curve. Donc, à chaque fois qu'il y a une tangente ou il y a changement de direction, il insère une courbe en fonction de paramètres géométriques que vous avez placés. Donc, relié entre par des courbes de raccordement progressif, un chemin de fer, le tracé en plan est caractérisé par deux vitesses. Nous avons la vitesse de train rapide, dite des trains voyageurs. Nous avons aussi la vitesse des trains lents, des trains marchandises. Pour la plupart des cas, par exemple la norme SNTP propose la vitesse des trains rapides est pratiquement le double de la vitesse de train lent. Alors, conditions et règles de tracé selon les SNTF. Pour faire un tracé économique et technique, on doit respecter les règles suivantes. Premièrement, si c'est une étude d'amélioration de la ligne, on doit alors s'y raccorder au réseau existant et ne pas ressortir des couloirs choisis. Pourquoi? Parce que si la ligne existe déjà, il respecte les éléments tels que le point à obliger, tout ce qui est de blé remblé, les talus sont bien gérés, on évite au maximum les ouvrages d'art, ainsi de suite. Alors, dans ces cas, si c'est une amélioration, il est recommandé par la loi SNTPF de s'y raccorder au réseau existant et de ne pas sortir du couloir choisi. Au-delà de ça, il faudrait utiliser les maximums d'alignement droit possible parce que en courbe, il y a plus des équipements. Les courbures demandent beaucoup d'équipements et resserrer le traverse et autres qui encensent d'une certaine manière le coût du projet. Alors, il est recommandé scrupuleusement d'utiliser les alignements droits et entre deux courbes de longueur minimale L 0,5 vitesse où la vitesse est considérée en km par heure, c'est-à-dire si je suis en alignement, je viens à la sortie
d'une courbe, par exemple, convexe, si je veux faire une courbe concave, je dois avoir entre deux courbes une distance minimum de LV, de V demi. C'est-à-dire, si c'est un chemin de fer ou une voie rapide fixée, par exemple, à une vitesse de 160 km/h, alors la distance minimum entre les deux courbes devra être de 80 km. Alors, alors sur ce qui est des rayons minimums recommandés, les rayons minimums recommandés par les SNTF est de 1400 mètres. Pour ce qui est des rayons minimums, on sait que le rayon minimum, il est généralement pris, si on fait, on part sur le principe de la dynamique newtonienne, où on essaie de faire, on sait que la somme de force est masse fois accélération, et la force centrifuge qui est créée au niveau de courbure, de virage. Donc, le rayon minimum, il est évalué à 11,8 avec vitesse. Je peux, les rayons minimum, si je pars avec les principes de la dynamique newtonienne, où j'ai somme de force égale à masse fois accélération, avec d'autre part force égale à mv carré sur r, mv carré sur r. Quand je pars avec ces principes et quand je suis en courbure, je place mes essiers avec les dévers et l'espacement des dévers alpha et l'angle alpha et l'espacement. J'ai les poids qui tend et une force qui tend à ressortir les usagers vers à projeter les passagers vers l'extérieur. Si je fais, je sais que la tangente alpha, c'est F sur P, et quand je fais toutes ces relations, c'est ce qui me permet d'avoir une relation pour les rayons min qui serait donnée par 11,8 multiplié par la vitesse au carré, avec là, j'ai les dévers min, et là, j'ai l'excès, l'insuffisance des dévers, qui sont des paramètres généralement donnés, par exemple, par la norme SNTF, par rapport au tonnage de la voie ferrée par jour. Si les chemins de fer peut expédier, permettre l'expédition de autant de tonnes par jour, et dès là, on peut déjà avoir par exemple des max à 100 et l'insuffisance des verres max à 120. Alors, il y a aussi, il faudrait éviter le franchissement des oueds et puis des routes dans la mesure des possibles, donc les passages à niveau qui nécessitent en fait la réalisation des ouvrages d'art. Dans les cas où c'était inévitable, le franchissement s'effectuera en fait perpendiculairement à la ligne d'écoulement ou bien à des endroits un peu plus étroits. Alors, il faut suivre le plus possible les courbes des niveaux afin de diminuer les terrassements, donc être parallèle aux courbes des niveaux, éviter d'être perpendiculaire aux courbes des niveaux et éviter les problèmes de talus. Alors, le talus est un déblai évité. Pourquoi? Parce que en cas de présence, par exemple, de la nappe plus proche ou de terrain plastique ou de présence d'une roche fissurée, la construction d'une voie ferrée talus en déblai ne serait pas bienvenue. Il faudrait au maximum éviter. Dans les cas des talus en remblai, si vous avez en fait la présence d'un terrain instable, si le terrain est instable, pouvant être mis en mouvement, c'est-à-dire instable, c'est-à-dire pouvant être mis en mouvement par des remblais où le sol est très compressible, c'est à éviter. Conditions de raccordement selon la SNTF. Il y a les conditions de gauchissement qu'il faudrait respecter. Donc, on doit limiter dans la zone des variations du dévers la pente relative au profil allant du rail de verser par rapport à l'axe de la voie. Il y a aussi les conditions du confort optique qu'il faudrait vérifier, c'est-à-dire, en fait, les conditions d'optique
des conforts optiques, c'est pour assurer une vue suffisante au conducteur de la voie en limitant les changements de direction de manière le plus possible. Et il y a les conditions de confort dynamique. Alors, les conditions de confort dynamique, c'est pour que la progression du dévers et de la courbure assure en fait la stabilité et les conforts dynamiques. Ensuite, nous avons les caractéristiques géométriques. Je sais que les caractéristiques géométriques, le but en fait d'étude de chemin de fer est d'identifier les tracés les plus optimisés et permettre en fait la réalisation d'une liaison ferroviaire. La voie normale sera construite avec l'écartement en fait, de 1435 mm pour la plupart, sauf pour les cas exceptionnels. Ces écartements peuvent varier. Alors, la vitesse des trains, nous avions abordé, par exemple, pour notre cas, nous allons utiliser la vitesse rapide, des trains rapides avec 160 km par heure, donc train lent 80 km par heure. Sur ce qui est des dévers, toujours dans les caractéristiques géométriques, alors pour une vitesse V, un train, on établit les dévers nécessaires qui peut assurer la stabilité sur la voie et le confort des voyageurs au niveau des courbures. Ce qui est des dévers, nous avons généralement des dévers théoriques qui est évalué de cette manière-là, 11,8 avec la vitesse exprimée en km par heure et les rayons minimum. Nous avons les dévers normales qui est soit pris à 70% des dévers qui représentent les 70% des dévers théoriques. Nous avons les dévers minimales qui est pratiquement les dévers théoriques où on soustrait au centième du rayon. Le dévers maximum, par exemple, l'excès des dévers, il est évalué à 120 mm pour les trains ayant un tonnage excessif inférieur à pratiquement 10 000 tonnes jour. Alors, au-delà de ça, nous avons, voilà, par exemple, l'insuffisance des dévers, pris à 100 pour toujours ces mêmes catégories de tonnage, et l'excès des dévers, qui est parfois évalué et qui est évalué à 100. Toujours dans les caractéristiques géométriques, alors les dévers pratiques. Le dévers pratique, il est évalué comme suite, où nous avons les dévers pratiques qui est évalué à C sur R, où C est les coefficients des dévers. Le coefficient des dévers qui est pris à la norme par rapport avec la norme SNTF, prend les coefficients des dévers, évalue ça à 0,006 multiplié par la vitesse, et une fois que vous avez ça, ça vous permet en fait, ces derniers ne doivent pas en fait dépasser 160 ou 180 dans les cas exceptionnels. Ça, c'est ce qui prévoit la norme SNTF. Les dévers pratiques, comme nous avions dit, étaient à 70% des dévers théoriques. On peut, à partir des dévers théoriques, évaluer ça tout en limitant les dévers à 16 cm. Toujours dans les caractéristiques géométriques, nous parlons maintenant de l'insuffisance max des dévers. Comme nous avions dit, l'insuffisance est caractérisée par ce tableau ici où il y a les tonnages. Il y a pratiquement l'excès des dévers qui est défini là. On sait que l'insuffisance des dévers est donnée par le dévers réel auquel on soustrait les dévers des très rapides auquel on soustrait le dévers pratique. On a l'insuffisance max des dévers. Et une fois qu'on a l'insuffisance max des dévers, on peut, la norme en fait, définir l'insuffisance max des dévers jusqu'à 100. Et l'excès des dévers est évalué en fonction du tonnage. Ou par exemple, nous avions le volume est inférieur par exemple à 10 000 tonnes par jour. On peut prendre l'excès des dévers à 100. Alors là, c'est les tableaux qui résument. Vous pouvez à la fois les dévers pratiques, dévers théoriques, insuffisance, dévers de trains lents, ainsi que les longueurs
entre la longueur entre deux courbures. Donc, c'est évalué en mètres. Donc, toujours, nous avons la distance minimum entre l'axe. Nous avons la hauteur de quai, l'escalier au bout des quais qui doit être pratiquement évalué à 2,40 minimum. Et l'entraxe pour les voies de croisement. Hein, quand il y a des voies de croisement, l'entraxe est évalué à 4,50 m. L'entraxe des voies hangar, voyageurs. Et l'entraxe des voies hangar, marchandises, toujours 4,50 m. Et l'entraxe de quai de voyageurs, 28,50 m. Et les quais intermédiaires, tout ça, ce sont des valeurs fixées par la norme SNTF. Alors, les schémas de raccordement, c'est qu'en alignement, les dévers et le nul, au niveau du raccordement, lorsqu'on commence la courbure, les dévers deviennent variables. Au niveau de la courbure, il y a les rayons qui est fixé et les dévers D. Nous parlerons en fait d'insuffisance des dévers lorsque vous avez votre dévers compris entre dévers pratique et dévers théorique pour une voie vitesse lente. Nous avons l'excès des dévers pour une voie lorsque les dévers est compris entre dévers pratique et dévers théorique pour une vitesse rapide. Et là est le schéma en fait des raccordements. Donc, nous parlerons maintenant des profils en long. Le profil en long est la coupe en fait longitudinale du terrain suivant les plans verticaux passant par l'axe du tracé. On appelle déclivité la tangente de l'angle que fait les profils en long avec l'horizontale. Elle prend en fait les noms de pente selon qu'il s'agit d'une descente et rampe selon qu'il s'agit d'une montée. Et les profils en long est constitué d'éléments des lignes droites raccordés par des arcs de cercle en cas de changement de déclivité. La constitution en fait du profil en long est la tâche est l'une des tâches importantes par laquelle on peut déjà évaluer le projet ferroviaire, soit sur le plan économique où on paraîtra l'importance des terrassements, donc quantité de débris remblais, et si il faudrait quantifier également les ouvrages d'art, soit sur le plan technique en voyant le déclivité. Toujours pour les profils allant. Alors, on appelle les niveaux de roulement dans les profils allant, donc la ligne rouge, la ligne de projet. Elle doit être en fait conçue en respectant les recommandations et les prescriptions suivantes. La déclivité maximale sur des profils allant va être évaluée à 12 millièmes, à 12 pour 1000 en fait, ou dans les cas exceptionnels, on peut aller jusqu'à 16 pour 1000. Dans les gares, on est à 1,5 pour 1000. Et on doit assurer, si possible, des paliers de 350 à 400 mètres de part et d'autre de la gare, et avec une certaine pente pour un démarrage facile des trains, de façon à permettre au train d'avoir son impulsion. La distance minimale entre deux points de changement de déclivité est pratiquement évaluée à 800 mètres. C'est comme nous avions dit pour donc 800 mètres. Et les rayons minimums en fait de profil en profil en long est évalué à 0,35 multiplié par la vitesse au carré pour un tracé en plan. On a pratiquement, si on prend R-min, on prend 11,8 V carré divisé par 100 plus 120, donc 220. Donc on peut obtenir directement les rayons minimum. On a 11,8 divisé par 220. Donc c'est pratiquement 0,05 V carré qui est le rayon minimum tracé en plan.
le rayon minimum tracé en plan. Et effectivement, nous devons nous raccorder, en fait, il faut se raccorder au réseau existant, des points aux obligés, et des points obligés, et au passage des points obligés, et minimiser les quantités de déblais que nous avions déjà évoquées tantôt, et éviter les angles rentrants en déblai pour assurer une bonne évacuation des eaux, et pour faciliter le rétablissement en fait des eaux, des conditions hydrauliques, et pour une bonne coordination entre tracé en plan et profil en long, n'est pas placer une courbe verticale sur une autre horizontale. Alors, ce qui est des profils en travers, le profil en travers est une coupe transversale menée selon le plan vertical perpendiculaire à l'axe de la voie projetée. Il nous renseigne sur les éléments de la superstructure et de l'infrastructure, sur les valeurs des pentes, des talus, sur les modes d'assainissement et sur les systèmes éventuels des protections de la voie, ou ensablement ou éboulement et d'éboulement. Les profils en travers, pour les profils en travers, on adopte le plus souvent une échelle de 1 centième, c'est-à-dire 1 centimètre pour 1 mètre. Et parmi les recommandations, en chemin de fer, le profil en travers type doit indiquer tous les éléments suivants. A, il doit indiquer les éléments de l'infrastructure, comme vous avez dit. Donc, on mentionne les dénominations des épaisseurs de chaque couche, le pente transversale de chaque couche, la pente latérale de la plateforme, les éléments sur les éléments de la superstructure. Donc, on définit les types de rails à utiliser, la valeur de l'écartement les valeurs des écartements de chaque voie, les types en fait les types de profils en travers utilisés, les épaisseurs, les types de traverses en fait utilisées, les épaisseurs de couches ainsi que de ballast, les valeurs de dévers maximum et en courbe, la longueur des butées du ballast, et puis surtout les éléments du talus où on mentionne en fait la pente de chaque talus, les ouvrages de consolidation éventuels, et sur ce qui est des éléments d'assainissement, on indique les types et dimensions du fossé de drain. Croisement de chemin de fer. En général, le problème de croisement doit prendre en considération la nature et les débits de la voie afin d'analyser cas par cas tous les types de croisements en fonction de la vitesse de base maximale. On prévoit en effet 3 solutions possibles pour le croisement. On peut envisager un passage supérieur si la vitesse des trains est importante, c'est-à-dire supérieure à 100 km/h, et si la topographie ne permet pas, par exemple, un passage à niveau au croisement. Alors, on peut envisager un passage à niveau pour les routes à faible débit, surtout où il y a faible circulation de voitures. On peut envisager un passage à niveau, et surtout si la topographie permet ces croisements. Et on peut envisager un passage inférieur, tunnel et autres, si en fait, bien que c'est rarement envisagé, et surtout c'est lorsque la topographie l'exige, en fait, les niveaux de roulement et le terrain est très élevé. Pour ce qui est des ouvrages hydrauliques, l'eau, on sait tous que c'est un élément qui peut avoir des effets dégradables sur les projets, car en fait, il menace le comportement et la vie de la voie ferrée, et les tracés ferroviaires projetés perturbent en fait quelque part les écoulements naturels des eaux. C'est pourquoi, en effet, il est nécessaire pour cela de ne pas faire obstacle, faire barrage aux écoulements des eaux. Il faut chercher, songer à évacuer vers un exutoire en dehors de l'emprise de la
voie. Pour C, on devra étudier avant la projection du profil allant un rétablissement des bassins des écoulements. Alors, il y a lieu de faire des études hydrauliques pour voir, pour en fait définir les relations entre, par exemple, la pluie sur les bassins versants et les débits à l'exutoire. Cette étude va faire appel à des connaissances hydrauliques de la région. Vous devez par exemple définir les paramètres des montagnes et autres pour enfin avoir l'intensité pluviométrique, par exemple, de la zone ou du bassin, ainsi de suite. Pour effectuer, par exemple, arriver à parvenir à établir, effectuer les rétablissements des écoulements naturels, et qui s'est fait soit par des ponts, par des ponçons ou des dallots ou de buses. Nous allons maintenant parler des appareils de la voie. L'exploitation de la voie ferrée exige en fait des dispositifs, des liaisons, des intersections, des itinéraires que l'on désigne généralement par appareil des voies. Il y a plusieurs. Alors, l'appareil des voies est un dispositif de guidage permettant le passage d'une voie à une autre ou d'en traverser et en assurer la continuité de voie par exemple branchement ou par extension sont également appelés en fait les appareils de voie. Certains dispositifs dans un itinéraire et assurant d'autres en fonction de fonctions mécaniques par rapport au véhicule. Nous allons prendre le cas des dérailleurs. Alors, commençons par le branchement. Le branchement se présente comme suite. Vous avez l'aiguillage, les voies itinéraires, croisement, où vous avez ces branchements. Les types, la norme américaine de turn-out, qui appelle le branchement turn-out, pour une vitesse par exemple de 60 km/h. Et les tableaux qui vous indiquent ici, où vous avez l'aiguillage, la voie intermédiaire, croisement, ainsi de suite, toutes ces valeurs exprimées en mètres. Et les types, nous avons 1 pour 8, 1 pour 9, 1 pour 12, ainsi de suite, avec des valeurs presque prédéfinies. Nous avons, les branchements permettent en fait à l'itinéraire de se ramifier en deux ou exceptionnellement en trois. Alors, le choix de la géométrie du branchement et son type dépend de son domaine d'emploi et la vitesse de franchement de cet appareil, comme indique les tableaux suivants. Nous avons nos éléments là. Nous allons voir également les tableaux qui proposent la SNTF par rapport au branchement. Nous avons par exemple dans les cas des réseaux dans des zones industrielles où la vitesse de franchissement dans les branchements est évaluée à 30 km et les types définis comme suite 140.1 6 TG tangent et nous avons des types de branchements définis là-bas avec ces vitesses. Ça c'est par rapport à la norme SNTF. Nous allons parler en fait des traversées maintenant. Les traversées ordinaires permettent en fait l'intersection de deux itinéraires. Nous avons les cas qui se présentent là, où nous avons des itinéraires et on a des traversées. Et grâce aux aiguillages, on peut effectuer ces traversées. Alors, les traversées, nous avons les traversées jonction simple, jonction double, sont en fait une combinaison de plusieurs aiguillages et d'une traversée. Nous avons la communication telle qu'elle est exprimée là, donc où nous avons une voie et une autre. Nous avons une communication, contrairement à un branchement, nous avons une voie qui s'est connectée à une autre, mais ici nous avons deux voies qui sont communiquées par rapport grâce à ces branchements dits directement appelés communication. En fait, la combinaison de deux branchements, en déviant permettant de relier entre eux des itinéraires principaux et ces itinéraires étant non convergents. C'est ce que nous appelons par communication. Après communication, nous avons bifurcation. Et par exemple, le modèle que nous avons là, c'est une bifurcation. La combinaison de deux branchements et d'une traversée permettant à partir de deux itinéraires principaux
les départs de des itinéraires divergents. N'oublions pas, pour la communication, nous avons parlé des itinéraires non, qui n'étaient pas convergents, mais si c'est divergent, c'est, pardon, la bifurcation. Et là, nous avons la communication croisée. Nous avions vu des itinéraires convergents où il y avait une communication et une autre communication, ce que nous appelons communication croisée, donc ensemble de deux communications qui se coupent en un point. Nous avons les aiguillages qui sont, en fait, ils assurent les dédoublements de fils d'éroulement par des pièces mobiles dites aiguilles qui peuvent en effet venir au contact de rails adjacents ou s'en écarter pour laisser les passages libres des boudins des roues. On distingue en fait deux types d'aiguillage. Il y a l'aiguillage à lame articulée et l'aiguillage à lame flexible. Voilà, comme pour autres appareils, nous avons les dérailleurs. Comme nous avons dit, il existe d'autres appareils appelés voies par extension, des voies par extension. On peut trouver les appareils de dilatation comme des appareils des dérailleurs. Parmi les éléments importants de chemin de fer, d'une voie ferrée, il y a la signalisation. En fait, les installations de signalisation jouent un rôle très important pour éviter en fait certains problèmes, notamment les accidents, les risques de déraillement, circulation dans les deux sens sur une voie unique, le franchissement dans les passages à niveau, la protection dans le franchissement des appareils de voie, les espacements de circulation pour éviter les rattrapages, dits cantonnement ou bloc. Alors, ils permettent également les freinages sans risque par une distance d'arrêt suffisante. Pour une distance d'arrêt suffisante, dans certains cas, la mise en scène des signaux d'arrêt s'avère nécessaire puisque le signal d'annonce d'arrêt, par exemple, des ralentissements et des rappels des ralentissements indiquant aux mécaniciens, disons, convoyeurs, des mécaniciens une limitation de vitesse sur une aiguillage franche en voie déviée ou en fait à l'entrée des gares ou encore à cause des travaux temporaires. Les signaux sont appelés à remplir plusieurs rôles, notamment les fonctions suivantes. Il y a la signalisation d'arrêt, nous avons également la signalisation des limitations de vitesse, par exemple en courbure, nous avons la signalisation des directions. Chacune de ces signalisations comprend habituellement une signalisation d'annonce et une signalisation de rappel ou d'exécution. Je vous invite à voir cette vidéo YouTube où il y a la signalisation française qui est bien expliquée pour des fins de compréhension. Genre et talent de signalisation. Sur les lignes à double voie, la circulation de train se fait normalement à gauche et les signaux sont implantés à demeure sont habituellement installés à gauche de la voie à laquelle ils s'adressent ou dans la partie gauche au-dessus de cette voie. Dans certains cas, notamment dans les entrevoies réduites, il peut être fait usage de signaux de type bas installés au ras des sols. La signalisation peut comporter des tableaux lumineux, les tableaux mécaniques fixes ou effaçables, des tableaux ou pancartes réflectrices et des guidons d'arrêt. Exceptionnellement, à certains niveaux amovibles par nature, les signaux sont implantés à demeure soit à titre permanent, soit à titre temporaire. Les signaux implantés à demeure sont dits fixes lorsqu'ils présentent un aspect invariable et mobiles lorsqu'ils présentent au moins un aspect distinct. Ces deux signaux correspondent en fait respectivement à la position signal ouvert et à la position signal fermé. Toujours sur ce qui est des signalisations, nous allons parler maintenant d'un aspect qui est la visibilité des signaux, parce que pour de fins de protection et éviter les accidents, il est important
déplacer des signalisations et ces signalisations doivent être aussi visibles. Il existe deux principales conditions concernant la visibilité à partir des cabines de conduite. Nous avons la visibilité des signaux hauts, qui est en fait les signaux hauts supposés implantés à droite ou à gauche à 2,42 m de l'axe de la voie et dont la hauteur est comprise entre 2,80 m et 6,30 m au-dessus du plan de roulement. Au-dessus du plan de roulement est visible à une distance supérieure ou égale à 10 mètres du plan de front des tampons. Visibilité bas, nous avons les signaux bas en fait supposés implantés à droite ou à gauche, disons à 1,75 m de l'axe de la voie et à une hauteur soit de 24 à 30 cm au-dessus du plan de roulement et doivent rester contenus des éléments visibles jusqu'à une distance utile front des tampons. Alors, je vous dis merci en fait pour votre attention et une fois de plus, bonne année 2019. Nous n'hésiterons pas à répondre à vos questions et nous continuerons à travailler de façon permanente et de façon à partager, à pérenniser ces partages des connaissances, ces échanges pour le développement du monde grâce à la technologie numérique. C'était une fois de plus Serge Ndoudi. Pour des contacts, pour me contacter via WhatsApp ou directement, n'hésitez pas à écrire ou appeler par des numéros, grâce au numéro affiché, ou m'écrire directement par adresse email en écrivant sur malundamaserge@yahoo.fr. Une fois de plus, je vous souhaite bonne année et au revoir.